As-tu déjà été enfermé dehors, par celle qui t'avait promis de toujours t'aimer? As-tu déjà compris, en une seule nuit, que ceux que tu soutiens sont parfois ceux qui te trahissent le plus brutalement? Elle pensait rentrer chez elle, poser ses clés sur la table, retrouver un peu de repos. Mais ce qu'elle a découvert, c'est que sa mère avait changé la serrure et qu'on lui refusait désormais l'accès à sa propre vie, pour une dette qu'elle ne devait pas. Cette histoire ne parle pas d'une dispute de famille, elle parle d'une trahison féminine, d'une humiliation silencieuse, mais surtout, elle parle d'un renouveau, d'un réveil, d'une libération inattendue. Ce récit va réveiller quelque chose en toi. Tu découvriras que la trahison féminine est parfois la première étincelle d'un renouveau intérieur, que la résilience féminine se forge dans les nuits où plus personne ne vous ouvre la porte, que le pouvoir du pardon n'est pas toujours de revenir, mais parfois de partir, sans jamais se retourner, et que la force spirituelle d'une femme brisée peut devenir une lumière pour d'autres. Beaucoup écoutent nos récits, sans encore faire partie du cercle. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et reste jusqu'à la fin. Tu dois entendre cette histoire jusqu'au bout, car ce qu'elle a vécu pourrait bien être ce que tu traverses en silence aujourd'hui. Il y a des soirs où l'on rentre chez soi en pensant simplement trouver un peu de répit, et où l'on découvre, sans avertissement, que même ce refuge nous a été arraché. Ce fut le cas pour elle. Après une journée épuisante, marquée par des concessions invisibles, des sourires forcés et des silences avalés, elle poussa la porte de l'immeuble, cherchant uniquement un peu de paix. Mais la serrure refusa de tourner, comme si la maison elle-même lui avait tourné le dos. D'abord, elle pensa à une erreur, un oubli. Peut-être la clé s'était-elle usée, peut-être une maladresse dans le geste. Mais après plusieurs tentatives, le constat était implacable. Elle ne pouvait plus entrer. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Le cœur battant, elle chercha son téléphone pour appeler sa mère, chercher de l'aide, comprendre. C'est alors qu'elle vit le message, froid, dénué de toute compassion, aussi tranchant qu'une lame. Nous ne te laisserons pas entrer tant que tu n'auras pas payé nos vacances. Pas de bonjour, pas de comment tu vas, juste cette condition brutale, cette transaction nue où l'amour avait disparu, remplacé par une dette. Elle resta là, figée, incapable de respirer pleinement, les mots imprimés sur l'écran semblant plus lourds qu'une porte de prison. Comment cela avait-il pu arriver? Sa propre mère, celle qu'elle avait tant aidée, hébergée, soutenue, la rejetait maintenant, la laissant dehors comme une étrangère indésirable. Sous la lumière blafarde du réverbère, elle sentit son monde s'écrouler. Pas à cause de la serrure, mais à cause de ce qu'elle révélait, qu'elle n'était pas aimée pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle apportait, finançait, offrait. Sa valeur, aux yeux de ceux qu'elle appelait sa famille, se réduisait à une somme d'argent. Elle s'assit sur le rebord du trottoir, les jambes tremblantes, et leva les yeux vers le ciel nocturne. Aucune étoile n'apparaissait ce soir-là, comme si même le cosmos avait choisi de détourner le regard. Elle pensa à toutes ces nuits où elle avait sacrifié son confort, ses envies, pour subvenir aux besoins de sa famille, croyant naïvement qu'un jour, cela lui vaudrait au moins un peu de reconnaissance. Mais ce soir-là, elle comprit que certaines dettes ne se remboursent jamais, parce qu'elles ne devraient même pas exister, que l'amour véritable n'a pas de prix, et qu'un amour qui se monnaie n'est qu'une illusion toxique. Ce fut une révélation cruelle, mais nécessaire. Elle passa la nuit dans sa voiture, seule, enroulée dans son manteau trop fin, les yeux ouverts sur l'obscurité, repassant en boucle les moments où elle avait choisi de pardonner, de comprendre, d'excuser, sans jamais se rendre compte qu'elle n'était, aux yeux des siens, qu'une carte bancaire ambulante. Mais au creux de cette nuit glaciale, une autre pensée commença à germer, fragile mais tenace. Et si cette porte fermée n'était pas la fin, mais le début? Et si, derrière cette humiliation, se cachait l'opportunité d'un renouveau, d'une libération qu'elle n'avait jamais osé imaginer? Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce refus d'entrer serait, en réalité, l'invitation la plus puissante de sa vie,
celle de se choisir, enfin, au lieu de se sacrifier. Il y a des vérités que l'on connaît au fond de soi depuis toujours, mais qu'on refuse de voir tant qu'elles ne nous claquent pas au visage. Cette nuit-là, recroquevillée sur le siège de sa voiture, elle ne pouvait plus les ignorer. Sa mère et son compagnon ne l'aimaient pas pour elle, mais pour ce qu'elle leur permettait de vivre, d'acheter, de consommer, jusqu'à cette odieuse rançon pour financer leurs vacances. Elle se repassait les scènes en boucle, les demandes d'argent exceptionnelles, les emprunts jamais remboursés, les cadeaux qu'elle offrait en pensant combler un vide affectif, et qu'eux recevaient sans même un merci sincère. Toutes ces concessions qu'elle croyait être des preuves d'amour n'étaient que des transactions unilatérales. Elle se souvenait de ce jour où elle avait proposé qu'ils contribuent aux charges du loyer, et de la manière dont ils avaient été esquivés, avec ce sourire ironique, ce regard qui signifiait « c'est ton rôle, pas le nôtre ». Elle avait accepté par habitude, par loyauté mal placée, pensant qu'aider sa famille était une preuve d'appartenance. Mais cette nuit, dans le froid du siège arrière, sans couverture ni chaleur humaine, elle comprit que l'appartenance ne se prouve pas en s'effaçant. Elle réalisa que, depuis toujours, elle avait confondu l'amour filial avec un système d'exploitation silencieux où son rôle était d'être utile, rentable, jamais fragile, jamais en droit de demander. Cette prise de conscience fut aussi violente que salutaire. Elle pleura, non pas de tristesse, elle avait épuisé ses larmes depuis longtemps, mais d'une forme de deuil. Le deuil de l'enfant qui croyait qu'en donnant tout, elle finirait par être aimée en retour. Au petit matin, les premières lueurs du jour caressèrent le pare-brise embué. Elle observa les passants commencer leur journée, allant et venant, insouciants. Et dans ce balai ordinaire, elle comprit que sa vie devait changer, qu'elle ne pouvait plus continuer à jouer ce rôle d'enfant sacrificiel, de pilier muet. Elle sentit, au plus profond d'elle, qu'un cycle devait se briser, que cette humiliation, aussi violente soit-elle, n'était pas une fin, mais une fissure, et que par cette fissure pouvait peut-être s'infiltrer une lumière nouvelle, celle d'une vie choisie, d'une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Elle ferma les yeux quelques instants, inspirant longuement, et se fit une promesse, celle de ne plus jamais se laisser enfermer, ni dehors, ni dedans, de ne plus jamais confondre amour et dette, loyauté et soumission, don et exploitation. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette promesse silencieuse allait devenir la pierre angulaire d'une reconstruction plus puissante que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'ici. Car il est des blessures qui ne détruisent pas, mais qui réveillent. Il y a des décisions qui ne surgissent pas dans la clarté d'une évidence, mais dans la brume dense du désespoir. À l'aube, alors que la ville s'éveillait doucement, elle, encore assise dans sa voiture, sentait en elle une force nouvelle s'installer. Non pas une révolte explosive, mais une résolution tranquille, froide, lucide. Elle allait briser ce cycle. Elle sortit son téléphone, ouvrit l'application de gestion immobilière et, d'un simple geste du doigt, résilia le contrat de location de l'appartement. Ce lieu qui, jusqu'alors, représentait sa maison, son refuge, devenait désormais le symbole de son enfermement. Elle n'y retournerait plus. C'était fini. Puis, sans attendre, elle appela le service bancaire, fit opposition sur toutes les cartes supplémentaires qu'elle avait naïvement mises au nom de sa mère. Un à un, elle coupa les accès, clôtura les comptes conjoints, reprit le contrôle de ses finances. À chaque validation de confirmation, elle ressentait non pas de la culpabilité, mais un soulagement viscéral. Elle comprit alors que, depuis toujours, elle vivait comme si son existence appartenait aux autres. Ses ressources, son temps, son énergie, tout était distribué sans compter, et que briser ce cycle ne revenait pas à être égoïste, mais à enfin se respecter. L'après-midi même, elle fit ses valises, peu de choses, quelques vêtements, des documents importants, un carnet où elle griffonnait parfois des idées de projets créatifs qu'elle n'avait jamais osé poursuivre. Le reste, elle le laissa derrière elle, comme on abandonne une peau morte. Elle trouva un petit studio en location temporaire, modeste, mais suffisant pour débuter ce qu'elle ressentait déjà comme un renouveau.
lorsqu'elle posa sa valise à l'entrée, une étrange émotion l'envahit, celle d'avoir, pour la première fois, un espace qui n'appartenait qu'à elle, où personne n'aurait le droit d'entrer sans son autorisation. Le soir, assise sur le matelas posé à même le sol, elle contempla les murs nus du studio. Pas de meubles luxueux, pas de décoration imposée par d'autres. Juste ce vide, cet espace, ce silence. Et dans ce silence, un apaisement profond. Comme si, en quittant la maison de son enfance, elle avait aussi quitté tout ce qui l'entravait. Elle réalisa que le cycle qu'elle brisait n'était pas seulement matériel, mais psychologique. Elle mettait fin à des années d'auto-effacement, de compromis forcés, de sacrifices injustifiés. Elle décidait de ne plus être la fille ressource, la fille béquille, mais simplement une femme, libre. Ce choix n'était pas sans douleur. Il laissait derrière lui des ruines affectives, des souvenirs qu'elle aurait préféré préserver. Mais elle savait que certaines maisons doivent être abandonnées avant de s'effondrer sur nous. Et dans cette première nuit, seule dans son studio, elle sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle respirait pleinement, qu'elle existait. Et surtout, qu'elle était prête à écrire la suite de son histoire, avec ses propres mots, ses propres règles, sa propre lumière. Il y a des chaînes si anciennes qu'on ne sent plus leur poids, jusqu'au jour où l'on ose les briser. Assise à la table de son petit studio, la lumière du matin caressant ses poignets, elle passa en revue toutes les traces numériques de la dépendance familiale qu'elle avait entretenue. Les prélèvements automatiques, les abonnements au nom de sa mère, les factures qu'elle avait payées sans réfléchir. Et, une à une, elle les supprima. À chaque compte clôturé, à chaque service résilié, elle sentait une pièce invisible tomber de son armure ancienne. Non pas une armure de protection, mais une cuirasse d'obligation imposée. Elle réalisait que, depuis toujours, elle s'était construite autour du devoir, de l'aide, du sacrifice. Mais désormais, elle choisissait la liberté. Elle envoya un dernier mail aux agences concernées, s'assurant que plus aucune dette ne puisse être contractée en son nom. Puis, elle rangea son ordinateur, inspira profondément, et se laissa aller contre le dossier de sa chaise, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. Ce sourire-là n'était pas de vengeance, mais de délivrance. Elle pensa aux années passées à s'inquiéter pour les autres, à prévoir leurs besoins, à anticiper leurs désirs, au point d'oublier les siens. Et aujourd'hui, pour la première fois, elle se demandait « Et moi, qu'est-ce que je veux ?» Cette question, si simple en apparence, la bouleversa. La réponse ne vint pas immédiatement, mais une sensation nouvelle s'installa. Celle d'avoir enfin de l'espace, du temps, de l'énergie, pour elle. Non plus pour remplir les vides des autres, mais pour nourrir ses propres désirs, ses propres projets, son propre chemin. Elle se mit à explorer la ville, à découvrir des cafés qu'elle n'avait jamais pris le temps de fréquenter, des librairies où elle flânait des heures, des parcs où elle s'asseyait simplement pour observer le ciel. Chaque geste anodin devenait une célébration silencieuse de sa liberté retrouvée. Dans cette redécouverte d'elle-même, elle ressentait un mélange d'émerveillement et de tristesse. Émerveillement de tout ce qu'elle pouvait désormais créer, et tristesse d'avoir mis tant d'années à comprendre qu'elle en était capable. Mais elle refusait de se juger, car elle savait qu'il n'y a pas de retard, seulement des instants où l'âme est enfin prête. Elle passa ses premières nuits dans ce studio à écrire dans son carnet, esquissant des idées de projets qu'elle n'avait jamais osé entreprendre, griffonnant des phrases, des esquisses, des rêves. Ce carnet, qu'elle avait emporté presque par réflexe, devenait maintenant le premier chapitre tangible de sa reconstruction. Et un matin, en ouvrant la fenêtre, laissant l'air frais envahir la pièce, elle sourit en pensant à cette porte qu'on lui avait fermée. Elle comprenait désormais que, derrière chaque fermeture brutale, se cache parfois une ouverture inespérée. Que certaines exclusions ne sont pas des punitions, mais des invitations à renaître ailleurs, autrement. Ce qu'elle pressentait, sans encore pouvoir le nommer, c'est que cette libération financière était aussi, et surtout, une libération émotionnelle. Car en reprenant le contrôle de ses comptes, elle reprenait surtout le contrôle de sa vie. Il y a des silences qui blessent,
Mais il y a des absences qui réveillent les autres. Quelques jours à peine après avoir coupé les liens financiers, les appels commencèrent. Sa mère, d'abord. Des messages vocaux entre l'agressivité et la supplication. Comment oses-tu nous abandonner? Après tout ce qu'on a fait pour toi, suivi d'autres plus larmoyants, on a besoin de toi. Reviens. Elle écoutait ces messages en silence, les mains posées sur son carnet, le regard fixé sur la fenêtre ouverte. Elle ne ressentait plus de colère, ni même de peur, mais une étrange forme de compassion froide, comme si elle regardait une pièce de théâtre qu'elle connaissait par cœur. Chaque mot, chaque intonation, elle les avait déjà entendus des dizaines de fois. Puis vinrent les tentatives plus directes, des appels du compagnon de sa mère, des messages d'amis communs, des reproches voilés sur les réseaux sociaux. Tous cherchaient à la culpabiliser, à l'attirer de nouveau dans cette toile de dépendance qu'elle avait si longtemps nourrie. Mais cette fois, elle était préparée. D'un geste calme, elle bloqua les numéros, désactiva les notifications, restreignit les accès. Non par vengeance, mais par préservation. Elle avait enfin compris que se protéger n'était pas un acte de cruauté, mais un geste d'amour envers soi-même. La tentative suivante fut plus insidieuse. Sa mère se présenta à son ancien lieu de travail, espérant la croiser, la prendre de court, lui imposer une confrontation qu'elle ne pourrait fuir. Mais elle n'y travailla plus. Et ce fut pour elle la preuve que, même dans leurs manœuvres, il ne la connaissait plus vraiment. Il n'avait pas suivi sa vie, ses choix. Elle entendit même qu'ils avaient essayé de contacter certains de ses collègues, répandant des versions déformées de l'histoire, qu'elle était ingrate, qu'elle avait profité d'eux avant de les laisser tomber. Mais elle n'eut pas besoin de se justifier. Ceux qui la connaissaient vraiment s'avèrent la vérité. Cette période fut éprouvante, bien sûr. Chaque appel, chaque tentative de manipulation émotionnelle venait réveiller des blessures anciennes, des peurs enfouies. Celle de décevoir, d'abandonner, d'être jugée. Mais à chaque fois qu'elle hésitait, elle se rappelait « Ce n'est pas moi qui ai trahi, c'est eux ». Et peu à peu, ce rappel devint une ancre, un point fixe dans la tempête. Elle comprit que l'amour n'exige pas de sacrifier sa paix, qu'un lien qui demande qu'on se renie n'est pas un lien, mais une chaîne. Un soir, après avoir bloqué un énième numéro, elle écrivit dans son carnet « Ils peuvent crier, pleurer, supplier, mais je ne reviendrai pas. Je mérite mieux que ça. » Et en refermant le carnet, elle sentit non pas la fin d'une relation, mais le début d'une souveraineté intérieure qu'elle n'avait encore jamais connue. Ce qu'elle pressentait désormais avec une clarté inébranlable, c'est que ces tentatives désespérées de la famille n'étaient pas des preuves d'amour, mais des réactions de panique. Car ceux qui nous contrôlaient ne savent jamais quoi faire, quand ils réalisent qu'ils ne nous contrôlent plus. Il y a des départs qui ressemblent d'abord à des fuites, mais qui se révèlent, à mesure qu'on avance, être des quêtes. Après avoir mis à distance sa famille, elle se concentra sur la création d'un nouvel ancrage, loin des habitudes anciennes, loin des visages qui l'avaient tant usée. Elle visita plusieurs quartiers avant de tomber sur un petit studio lumineux, niché au dernier étage d'un immeuble discret. Lorsqu'elle ouvrit la porte, l'odeur de peinture fraîche la frappa. Mais au lieu de la gêner, elle la fit sourire, une odeur de neuf, de recommencement. Elle signa le bail sans hésiter. Ce lieu serait son sanctuaire, son laboratoire, son refuge. Un espace qui ne porterait plus les empreintes des autres, mais uniquement les siennes. Elle s'attela ensuite à aménager cet espace. Pas de meubles lourds ni de décorations imposantes. Quelques plantes, une table de travail, un fauteuil où elle aimait s'asseoir pour lire ou simplement regarder la ville s'animer sous ses fenêtres. Chaque objet qu'elle y plaçait devenait une affirmation silencieuse. C'est moi qui choisis. Parallèlement, elle décida de réactiver un rêve longtemps enfoui, celui de travailler dans le design, sa passion d'adolescente qu'elle avait étouffée sous les impératifs familiaux. Elle contacta une ancienne amie, graphiste indépendante, qui l'encouragea à reprendre ses projets. « Tu as du talent, tu l'as juste oublié », lui dit-elle. Portée par cet élan, elle investit dans un ordinateur performant,
téléchargea des logiciels, suivit des tutoriels en ligne. Les premiers jours, elle tâtonna, douta, se sentit parfois ridicule. Mais à chaque progrès, même minime, elle sentait renaître en elle une étincelle qu'elle croyait éteinte à jamais. Elle accepta ses premières missions en freelance. Des logos pour des petites entreprises, des maquettes de sites, des brochures. Chaque contrat, aussi modeste soit-il, était pour elle une victoire éclatante sur l'immobilisme auquel elle avait longtemps été condamnée. Elle réalisa aussi qu'elle n'avait plus à rendre de compte à personne. Fini les justifications, les compromis, les négociations affectives déguisées en dettes familiales. Son temps, son énergie, son argent lui appartenaient enfin, pleinement, sans partage. Ce sentiment d'autonomie était grisant, mais aussi vertigineux. Parfois, la solitude la surprenait, lui rappelant les soirées où elle rentrait dans un appartement plein de bruit, de demandes, d'obligations. Maintenant, en rentrant chez elle, il n'y avait que le silence. Mais elle apprit à l'aimer, à y puiser du réconfort. Un soir, assise sur son balcon, observant les lumières de la ville, elle se dit « Je suis libre ». 3 mots simples, mais qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir prononcer sans douleur. Et pourtant, ce soir-là, elle les prononça avec un sourire, avec la certitude qu'il marquait un point de non-retour. Car elle comprenait désormais que l'indépendance n'est pas un don, mais une conquête, et que malgré toutes les pertes, malgré tous les déchirements, cette conquête valait plus que toutes les fausses sécurités qu'elle avait laissées derrière elle. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sentent que leur emprise se relâche, redoublent d'efforts pour tenter de la resserrer. Très vite, les tentatives de la famille reprirent, mais cette fois, elles avaient une saveur différente, celle du désespoir. Sa mère, tout d'abord, essaya d'accéder à ses anciens comptes, usant des mots de passe qu'elle croyait encore fonctionner. Mais elle avait tout changé. Puis vinrent les messages déguisés, sous couvert d'inquiétude. « On ne sait pas où tu es. Tu nous manques. Reviens. » Mais elle connaissait désormais cette mélodie. Derrière la tendresse feinte se cachait la même intention, reprendre possession, réinstaller les fils invisibles de la dépendance. Des proches, autrefois complices silencieux de cette dynamique toxique, furent sollicités. Des cousins, des amis communs, qui tentèrent de l'approcher, de prendre des nouvelles, mais glissant, mine de rien, des phrases culpabilisantes. « Ta mère est très affectée, elle ne comprend pas. » Mais cette fois, elle comprenait. Ce n'était pas de l'amour, mais une stratégie. Le plus violent fut sans doute la tentative de confrontation directe. Un jour, en sortant d'un rendez-vous professionnel, elle aperçut sa mère l'attendre, plantée sur le trottoir, les bras croisés, le visage fermé. Mais au lieu de s'avancer, elle tourna à gauche, prit une autre rue et disparut, sans un mot, sans un regard en arrière, car elle avait compris que certaines confrontations ne sont pas des dialogues, mais des pièges. Qu'en y entrant, elle risquait à nouveau d'être happée par la culpabilité, par les vieilles blessures mal cicatrisées. Elle choisit donc de ne pas jouer ce jeu, de rester fidèle à sa décision. Sa mère essaya alors de la menacer, évoquant des histoires de procès, d'abandon de famille, tentant de la faire douter. Mais elle savait qu'aucune de ces menaces n'avait de fondement. Tout n'était que gesticulation, un théâtre dérisoire d'une autorité perdue. Ces attaques, pourtant, la secouaient parfois. Les vieux réflexes revenaient, celui de vouloir expliquer, de vouloir apaiser, de vouloir sauver. Mais à chaque fois, elle se rappelait « Ce n'est plus mon rôle. Je ne suis plus la médiatrice de leur chaos. » Elle comprit alors une chose essentielle, que la paix n'est pas quelque chose qu'on demande, mais quelque chose qu'on décide. Et elle avait décidé de la préserver, coûte que coûte, même au prix de rupture définitive. Un matin, après avoir bloqué un dernier numéro, elle écrivit dans son carnet « Ils insistent, mais ils ne peuvent plus entrer. Pas cette fois. » Et en fermant son journal, elle sentit en elle une solidité nouvelle, une muraille intérieure qu'aucune manipulation, désormais, ne pourrait plus fissurer. Ce qu'elle comprenait désormais avec une clarté absolue, c'est qu'on ne peut pas empêcher les autres d'essayer,
mais qu'on peut, en revanche, choisir de ne plus leur ouvrir la porte. Il y a des succès qui n'ont pas besoin d'être criés pour être éclatants. Après des mois de travail acharné, de nuits blanches passées devant son écran à peaufiner des projets, elle reçut un mail qui fit battre son cœur plus fort. Une grande agence de design lui proposait de diriger un projet sous sa propre signature. Ce n'était plus une simple mission, mais une reconnaissance. Elle relut plusieurs fois le message, incrédule. Puis, lentement, un sourire immense éclaira son visage. Elle repensa à tout ce chemin parcouru, de la jeune femme enfermée hors de chez elle, à celle qui, désormais, voyait son nom apparaître en haut d'un contrat prestigieux. Quelle métamorphose silencieuse mais radicale. Elle accepta la proposition sans hésiter, consciente que ce projet allait marquer un tournant. Non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Il confirmait qu'elle avait eu raison de se choisir, de croire en ses compétences, malgré les voix du passé qui la réduisaient à une fonction de pourvoyeuse silencieuse. Le jour du lancement de sa collection, elle entra dans la salle d'exposition, vêtue d'une robe simple mais élégante, portant fièrement son badge de créatrice. Autour d'elle, des journalistes, des clients, des curieux. Tous venaient admirer ce qu'elle avait conçu. Mais pour elle, le plus beau dans cette salle n'était pas le regard des autres, mais sa propre fierté. Au milieu de l'exposition, elle posa un instant la main sur l'une des pièces qu'elle avait imaginées, une chaise au design épuré, à la fois solide et délicate. Et elle se dit que, peut-être, cette œuvre était à son image, construite sur des lignes nettes, assumée, après des années à plier sous les courbes imposées par les autres. Les retours furent enthousiastes, des félicitations, des propositions de collaboration, des commandes à venir. Mais, au-delà de la réussite matérielle, c'est une victoire intime qu'elle célébrait. Celle d'avoir prouvé, avant tout à elle-même, qu'elle était capable, qu'elle valait, qu'elle pouvait briller, sans l'approbation d'aucun membre de sa famille. Elle reçut aussi, dans les jours qui suivirent, des messages de jeunes femmes, inspirées par son parcours, lui confiant qu'elles avaient, elles aussi, osé couper des liens toxiques, reprendre leurs études, monter leurs entreprises. Elle comprit alors que son histoire personnelle était devenue, à son insu, un levier pour d'autres transformations. Et dans cette chaîne invisible de résilience partagée, elle sentit une profonde gratitude. Tout ce qu'elle avait enduré n'était pas vain. Cela avait façonné en elle une force, une lumière qui, désormais, éclairait aussi d'autres chemins. Un soir, en rentrant chez elle après une longue journée de conférences et de signatures, elle s'installa sur son canapé, alluma une bougie et prit son carnet. Elle y écrivit simplement « Je me suis construite seule et c'est ma plus belle victoire ». Puis elle referma le carnet, le cœur empli d'une sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Car elle comprenait désormais que le succès, le vrai, n'est pas celui que les autres applaudissent, mais celui qu'on ressent en soi, quand on sait qu'on a traversé la douleur et qu'on en est sorti plus vivant, plus fort, plus libre. Il y a des retours du passé qui ne cherchent pas la réconciliation, mais la réitération du contrôle perdu. Lorsqu'elle apprit que sa mère et son compagnon avaient été expulsés de l'appartement, qu'ils avaient dégradé les lieux dans un dernier accès de rage, elle ne ressentit ni joie, ni tristesse, mais une forme d'étrange indifférence lucide. Elle se rendit au logement, accompagnée d'un huissier, pour constater les dégâts. Les murs dégradés, les meubles cassés, les vitres brisées, tout témoignait non pas d'un besoin, mais d'une volonté de détruire ce qu'il ne pouvait plus posséder. Elle observa la scène en silence, les bras croisés, la tête haute. L'huissier lui demanda si elle souhaitait entamer une procédure judiciaire. Elle répondit simplement « Oui ». Pas par vengeance, mais par justice, car elle savait désormais que se défendre n'était pas synonyme de haine, mais d'amour-propre. Elle lança donc une action en réparation pour les dommages moraux et matériels. Dans les jours qui suivirent, la famille tenta une ultime stratégie, des messages implorants, des excuses maladroites, puis, comme toujours, des menaces voilées. Mais cette fois, elle n'écouta pas. Elle n'ouvrit pas. Elle ne répondit pas.
car elle avait compris que certaines conversations ne sont pas des dialogues, mais des labyrinthes sans issue. Ils tentèrent même, par des tiers, de lui faire parvenir des propositions de réconciliation, assorties, bien sûr, de demandes d'argent pour se remettre sur pied. Mais elle vit clair. Ce n'était qu'un énième déguisement de l'exploitation qu'elle avait si longtemps subie. Elle fit ce que peu de personnes osent. Elle refusa le compromis, elle poursuivit la procédure, et elle gagna. La justice trancha en sa faveur, condamnant la famille à des indemnités et à la restitution des sommes indûment perçues. Mais au-delà de cette victoire matérielle, c'est une victoire symbolique qu'elle célébra, celle d'avoir posé des limites. Elle comprit alors que ce qu'elle leur refusait désormais, ce n'était pas son argent, mais son accès, sa présence, sa vulnérabilité. Elle leur refusait ce qu'ils avaient toujours cru acquis, sa disponibilité inconditionnelle. Un soir, en relisant les documents de clôture de l'affaire, elle sourit. Non par cruauté, mais par soulagement. Elle se dit « Il mérite seulement mon absence ». Cette phrase, qu'elle avait souvent prononcée en pensée, devenait désormais sa devise. Elle ne chercha plus à comprendre leurs motivations, leurs douleurs, leurs excuses. Elle avait compris que l'amour ne justifie pas tout, qu'il ne doit jamais emprisonner ni humilier. Et qu'en se retirant, en disparaissant, elle avait offert à cette famille la plus grande leçon, celle de la perte. Ce qu'elle savait désormais, c'est qu'en se choisissant elle-même, elle avait mis fin à un cycle générationnel d'abus, de dépendance et de manipulation. Et que, pour la première fois, elle n'était plus une extension des besoins des autres, mais la créatrice souveraine de sa propre vie. Il y a des blessures qui ferment des portes, et des renaissances qui en ouvrent d'autres, infiniment plus grandes. Assise dans son nouveau salon, entourée de plantes qu'elle entretenait avec soin, elle repensait à tout ce chemin parcouru, de cette nuit glaciale dans sa voiture, à cette pièce lumineuse qui respirait désormais la paix. Elle comprenait maintenant, avec une clarté douloureuse mais nécessaire, que l'amour véritable ne se monnaie pas, ne se réclame pas, et surtout, qu'il ne se conditionne jamais à des sacrifices imposés. Elle avait longtemps cru que donner toujours plus finirait par faire naître la reconnaissance. Mais elle savait aujourd'hui, ceux qui aiment vraiment n'ont pas besoin qu'on leur prouve quoi que ce soit. Elle pensa à sa mère, à ce compagnon, à tout ce qu'elle avait perdu en coupant ses liens, mais aussi à tout ce qu'elle avait gagné, la sérénité, l'autonomie, la dignité. Elle comprenait désormais que certains attachements ne sont que des chaînes, et qu'il faut parfois briser ces chaînes pour enfin marcher librement. Un jour, une amie lui demanda « Tu penses leur pardonner un jour ?» Elle réfléchit longuement, puis répondit avec un sourire paisible « Je ne cherche plus à pardonner, je cherche à vivre », car elle avait compris que le pardon n'est pas une obligation, mais un choix, et qu'elle n'avait pas à le forcer. Elle décida aussi d'écrire son histoire, non pour se victimiser, mais pour tendre un miroir à celles et ceux qui, comme elle, se croyaient seuls face à la trahison familiale. Elle publia un texte, sobre et sincère, qui fut lu et partagé des milliers de fois. Et, à travers ces mots, elle transforma sa douleur en outil de guérison collective. Dans les mois qui suivirent, elle réaménagea entièrement son espace de vie, créa un atelier où elle poursuivait son activité de design et organisa des ateliers d'accompagnement pour des femmes en transition, comme elle. Chaque rencontre, chaque témoignage résonnait comme une confirmation. Elle avait trouvé sa mission. Un soir, alors qu'elle fermait les rideaux de sa fenêtre, elle se surprit à sourire en pensant à cette phrase qu'elle s'était tant répétée. « Il ne mérite que mon absence. » Mais elle ajouta intérieurement « Et moi, je mérite ma présence. » Elle comprenait enfin que le plus grand impact qu'elle avait eu sur cette famille n'était pas sa colère, ni même sa procédure judiciaire, mais son absence. Ce vide qu'elle laissait, cette force qu'elle retenait, devenaient les échos silencieux de sa victoire. Et surtout, elle avait appris que la paix, celle qu'elle chérissait désormais chaque matin en ouvrant les yeux, n'est pas un luxe, mais un droit. Un droit qu'elle s'était enfin octroyé, après tant d'années à se croire indigne de la choisir.
car au fond, elle savait. Les maisons ne protègent pas toujours. Mais l'âme, elle, sait reconstruire des abris où la lumière, enfin, entre sans condition. Et toi, as-tu déjà été rejeté par ceux que tu pensais être ta famille? As-tu déjà compris que parfois, il faut partir pour enfin exister? Partage en commentaire. As-tu déjà dû fermer des portes pour ne plus être enfermé par les autres? As-tu déjà choisi ta paix plutôt que leur chaos? Ton témoignage pourrait être la lumière qu'une autre femme cherche ce soir. Si cette histoire a résonné en toi, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce qu'ici, chaque récit est une clé. Un miroir tendu à celles qui osent enfin se choisir. Reste encore un peu. Le prochain récit parle d'une femme humiliée à sa propre lune de miel, mais qui a choisi de partir seule, pour enfin revenir à elle-même. Clique, ressens, et rappelle-toi, parfois, la plus grande force, c'est l'absence silencieuse de celle qu'il croyait toujours disponible. Avec tendresse et mystère sacré, cicatrice de l'âme.